Chers consoeurs, chers confrères, c'est comme ça que les académiciens se désignent entre eux. Cher monsieur Grégoire Lecang, qui emmenait la délégation, chers étudiants de l'Institut catholique de Paris, chers amis, vous êtes tous nos amis, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir les étudiants de master de l'Institut catholique de Paris, master d'histoire, et Grégoire Lecang, leur directeur en charge du parcours Crise, Pourvoir et Société de ce master à l'Institut catholique de Paris. Je ne serai pas long, mais je voudrais insister sur le fait que l'Académie des sciences d'outre-mer, dont Cécile Coursieras, probablement connue de certains d'entre vous, vous présentera par le menu les différentes fonctions et l'organisation. Eh bien, cette académie est une académie ancienne, elle a été créée en 1922, au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec l'idée que la France devait puiser dans son vaste empire colonial les forces qui lui permettraient de renaître après un conflit qu'il avait durablement éprouvé. Et il y a un symbole de ce rôle confié à l'Académie des sciences d'outre-mer, c'est la Grande Mosquée de Paris, puisque notre académie a été très largement à l'origine, grâce à notre premier secrétaire perpétuel, M. Bourdary, dont vous avez la statue au sommet du meuble en face de vous dans la salle à côté, qui s'appelle la salle Bourdary. Eh bien, la mosquée de Paris symbolisait ceci, c'était associer l'ensemble des populations musulmanes de l'Empire à la renaissance de la France. Voilà, nous sommes nés de cet héritage et ça explique pourquoi, si vous cheminez dans la maison, vous verrez autant de militaires, parce que, évidemment, au lendemain de la guerre, les personnalités qui portaient le prestige français, c'était des militaires. Peut-être avez-vous remarqué que vous étiez accueillis par le maréchal Lyautey, avec ses grandes moustaches, à l'entrée, là où vous avez signé votre nom, et il était debout derrière le général Gallieni, vous savez, le fameux organisateur des taxis de la Marne. Nous avons eu aussi le maréchal Joffre, le maréchal Franchet d'Espéret, de grandes personnalités issues de cet effort de guerre, mais nous avons eu comme premier président un éminent historien, issu de l'école des Chartes, Gabriel Hanotaux, qui avait eu une carrière prestigieuse en tant que ministre des Affaires étrangères. Si vous avez le souvenir de la crise de Fashoda, eh bien c'est Gabriel Hanotaux, voilà. Gabriel Hanotaux, qui à cette époque participait à la conférence de la paix et ensuite a été le représentant de la France à la Société des Nations. Donc nous sommes nés dans un contexte qui était aussi celui de la réconciliation de l'Europe. Notre académie, au point de départ, s'appelait Académie des sciences coloniales. Puis en 1957, au moment où on mettait en place la loi cadre de fer préparant les pays à l'indépendance, eh bien, nous sommes devenus Académie des sciences d'outre-mer, donc nous avons conservé jusqu'ici. Alors cette académie, c'est une académie qui est constituée de 275 académiciens. Parmi ces académiciens, 200 sont membres de sections disciplinaires et les autres sont soit des membres libres, soit des associés, c'est-à-dire des personnalités éminentes qui
ne siègent généralement pas parmi nous, mais qui nous apportent leur caution morale. On peut songer, par exemple, puisque nous sommes dans une actualité très internationale, à Boutros Boutros-Ghali, qui a été secrétaire général de l'ONU, premier secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avons eu des chefs d'État fameux, tous les présidents du Sénégal, sauf le dernier, mais peut-être qu'il frappe déjà à la porte, ont été membres, ou sont encore, c'est le cas de Wade, le président Wade, qui a 100 ans, mais qui est toujours vivant. Nous avons eu, par exemple, l'un des présidents du Brésil, le président Cardoso, quelqu'un qui a beaucoup marqué l'histoire du Brésil. Il a redressé son pays dans les années 90. Et puis, nous avons des auteurs, de grands chercheurs, nous avons des écrivains. Vous avez beaucoup entendu parler de Boualem Sansal ces temps-ci. Boualem Sansal fait partie de nos associés. Voilà. Nous avons une structure donc constituée d'académiciens. Ces académiciens sont recrutés d'une manière très simple, c'est-à-dire que, comme à l'Académie française, quand un académicien décède, on met son siège au recrutement et par le biais d'une élection, on élit quelqu'un sur son fauteuil. Voilà. C'est pour ça que vous êtes sur des fauteuils très, très épais, très confortables, des fauteuils d'académiciens. Voilà. Nous avons beaucoup d'activités très différentes parce que nous sommes une académie interdisciplinaire. Il y a une première section qui s'occupe de l'histoire, la géographie, la linguistique, une seconde section qui est tournée vers les sciences politiques et administratives, une troisième qui s'intéresse aux sciences juridiques et aux sciences économiques, une quatrième qui s'intitule les sciences. En réalité, la médecine y tient un poids prépondérant, à côté de la tradition du muséum d'histoire naturelle, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la vie animale et végétale. Et puis, nous avons aussi, dans cette académie, dans cette section sciences, eh bien, des ingénieurs, des spécialistes de l'agriculture, de l'agronomie. La cinquième et dernière section est une section qui accueille les écrivains, les artistes, les essayistes, les journalistes, etc. Voilà. Donc c'est un monde très différent qui, à l'interdisciplinarité, ajoute aussi la rencontre entre des personnalités du monde académique et des personnalités du monde de l'action. Nous avons donc parmi nous d'anciens ministres, de hauts fonctionnaires venus notamment du secteur de la défense ou des affaires étrangères. Nous avons des ingénieurs, nous avons des chefs d'entreprise, nous avons des journalistes, et tout ce monde-là se rencontre au cours de nos séances qui ont lieu tous les vendredis. Nous avons des activités importantes d'édition. Nous avons un département de recherche. Nous avons par exemple un programme très savant dont Bruno Delmas pourra vous entretenir, ou Muriel Roeland aussi. Ils sont les Fontes Africanae Historiae. Alors c'est déjà évoqué le latin, c'est tout un grand programme. Je vous laisserai découvrir avec eux de quoi il s'agit. Vous verrez que c'est assez passionnant. Nous avons l'habitude d'organiser de grands colloques internationaux qu'on appelle les rencontres de l'outre-mer, les entretiens de l'outre-mer. Le principe, organiser un grand colloque international, parfois sur plusieurs sites, dans plusieurs pays, et un voyage d'études dans un pays.
nous avons fait ainsi le Vietnam, nous avons fait la Nouvelle-Orléans, et puis plus récemment Madagascar et l'île de la Réunion. Voilà. Nous avons une revue dont Nathalie Jay vous entretiendra dans un instant. Et puis nous avons des collections d'ouvrages qui ont pour but d'aider à diffuser la connaissance scientifique. En fait, nous sommes un relais auprès de l'opinion, auprès du public, des avancées de la science d'aujourd'hui pour éclairer le monde de demain. Car notre objectif, ce n'est pas de nous enfermer dans notre passé, mais c'est de mobiliser l'expérience des hommes, le savoir accumulé pour comprendre le monde auquel nous nous trouvons affrontés aujourd'hui. Et pour cela, nous avons une arme de construction massive plutôt que de destruction massive, qui est notre bibliothèque avec ses 110 000 volumes et ces trésors que vous allez pouvoir découvrir. Voilà, j'ai été assez long. Je vous souhaite une excellente après-midi et en espérant qu'au contact des multiples documents que vous allez rencontrer, des personnalités avec qui vous allez discuter, eh bien, naîtront chez vous des vocations d'historiens de l'outre-mer, ce que je souhaite évidemment beaucoup. Merci de votre attention. Merci, monsieur le secrétaire perpétuel. Donc moi, je vais également présenter un petit peu l'histoire et les missions de l'Académie. Alors, j'ai pas la télécommande. Ah si, pardon, elle est là, excusez-moi. Voilà, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs les académiciens, chers collègues, donc mesdames et messieurs les étudiants, chers futurs chercheurs, futurs acteurs de la transmission des savoirs, je me présente, je suis Cécile Courtieras, la directrice de cabinet du secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre-mer. Et donc avant que vous ne découvriez notre bibliothèque et que vous n'échangiez avec nos académiciens, je voulais vous raconter quelques histoires vraies, parce qu'une institution savante, aussi prestigieuse soit-elle, se comprend d'abord par ceux qui l'ont bâtie et par les trésors qu'elle abrite. Donc en préambule, évidemment, vous avez entendu monsieur le secrétaire perpétuel, qui est en fait le 7e secrétaire perpétuel de l'Académie depuis sa fondation, et dont l'engagement quotidien en tant que chef d'établissement depuis 2023 est essentiel au rayonnement de notre institution. Donc l'Académie a été fondée en 1922 et c'est une institution qui est dédiée à l'étude, à la valorisation et à la promotion des territoires ultramarins dans leur diversité. C'est une académie donc qui est héritière, comme vous l'a montré monsieur le secrétaire perpétuel, d'une riche histoire. Elle s'attache à explorer des enjeux géopolitiques, culturels, économiques et environnementaux pour les Outre-mer. Mais c'est surtout une académie qui s'inscrit dans une démarche de transmission et de réflexion universelle. Alors pour revenir un petit peu sur sa fondation, voilà. En fait, l'histoire naît d'une note. En février 1922, le journaliste Paul Bourdary, accompagné de Maurice Delafosse, africaniste renommé, et d'Alfred Martineau, professeur au Collège de France, remet un document à Albert Lebrun. Ce dernier est alors sénateur et ancien ministre des colonies, et la note expose la nécessité de fonder une académie dédiée aux territoires ultramarins. Et Albert Lebrun donne son accord, ce qui permet aux réunions préparatoires de débuter. Et la réunion décisive se tient au siège de l'Alliance française, au 101 boulevard Raspail, le 8 juillet 1922. 38 personnalités sont considérées comme les pères fondateurs de l'institution. Et parmi elles figurent 3 futurs présidents de la République. On a Albert Lebrun,
on a Gaston Doumergue et Paul Doumer. Donc à l'époque, l'Académie est un véritable vivier de hautes personnalités politiques, et la séance solennelle d'ouverture a lieu le 18 mai 1923 à la Sorbonne, sous la présidence d'Albert Sarraut, qui est alors ministre des colonies. Donc c'est à cette occasion que Paul Bourdary, donc le premier secrétaire perpétuel, lance les 4 verbes devenus la devise de l'Académie: savoir, comprendre, respecter et aimer. Donc 4 verbes simples, mais qui portent tout un programme, celui d'une connaissance exigeante et d'une curiosité respectueuse du monde. Comme on l'a déjà évoqué, c'est en 1957 que l'Académie change officiellement de nom, puisqu'elle devient donc d'Académie des sciences coloniales, Académie des sciences d'outre-mer. C'est un changement qui n'est pas cosmétique, puisqu'il intervient 3 ans après le début de la guerre d'Algérie, en pleine décolonisation. C'est le signe que l'institution ne se crispe pas, mais qu'elle va ouvrir son regard à l'ensemble des mondes ultramarins, donc à l'Afrique, à l'Asie, à l'Océanie, à l'Amérique latine. C'est une mutation profonde qui témoigne aussi de sa capacité d'adaptation en tant que société savante, maintenant centenaire. Alors, c'est une académie qui est forte d'un collège d'académiciens aux expertises variées, puisqu'on a des universitaires, des historiens, des géographes, des économistes, des anthropologues, des juristes, mais aussi comme des hautes personnalités politiques, diplomatiques, militaires. Et c'est la raison pour laquelle, contrairement aux autres académies de l'Institut, aux académies de l'Institut, puisque l'Académie des sciences d'outre-mer ne fait pas partie de l'Institut, c'est une académie qui se distingue par la diversité des thématiques abordées lors de ses séances, de ses conférences, de ses publications, puisque on peut aussi bien parler de la biodiversité des zones tropicales, au défi de la décolonisation. On peut aborder la question de l'essor des économies insulaires ou la valorisation des cultures autochtones. Donc vraiment, c'est un regard multidimensionnel sur les Outre-mer. Alors, j'ai choisi de développer l'exemple d'un académicien qui est emblématique et dont l'histoire est intéressante pour comprendre l'esprit de l'Académie des sciences d'outre-mer. Le célèbre paléontologue Yves Coppens, donc, qui a été le co-découvreur de Lucie et qui a été membre de notre académie. Alors, lorsqu'il était tout jeune garçon, il aurait confié à ses proches: « Quand je serai grand, je serai soldat nègre ». C'est sa consoeur Brigitte Senu, qui est toujours membre de notre académie, qui a prononcé son éloge funèbre et qui a précisé, et donc en racontant cette anecdote, que il ne faut évidemment voir dans ces mots aucune connotation malveillante, mais au contraire une fascination précoce pour la différence, pour l'autre, qui n'a jamais quitté Yves Coppens. Il faut imaginer qu'il avait 3-4 ans dans les années 1930, donc c'était une époque où le terme nègre n'avait pas la connotation d'aujourd'hui. Et donc, il parlait de cette fascination pour la différence, pour l'autre, comme une exotite, comme il aimait à le dire, c'est-à-dire c'est aussi donc cette fascination qui va le conduire des côtes bretonnes au désert d'Éthiopie. Et c'est tout un parcours de curiosité et d'ouverture au monde qui est quand même assez représentatif. Alors, cette ouverture, elle se lit aussi dans nos murs, puisque notre bibliothèque porte le nom de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, figure majeure de la décolonisation négociée. Il a été élu membre associé de l'Académie, et c'est le fait que l'une de nos principales infrastructures, qui est vraiment même le joyau de notre académie, la bibliothèque, le fait qu'elle porte le nom d'un leader africain, ancien chef de file du Rassemblement démocratique africain, ça en dit long quand même sur le chemin parcouru depuis 1922. Il faut savoir qu'on a également accueilli dans nos rangs Léopold Sédar Senghor, le poète président du Sénégal, et Boutros Boutros Ghali, donc ancien secrétaire général des Nations Unies,
dont l'Académie a décerné, au mois de décembre dernier, un prix international. Donc, venons-en à ce qui vous concerne directement, vous, en tant qu'étudiant, à savoir ce que l'Académie peut vous apporter concrètement. Donc, c'est un carrefour intellectuel qui dispose d'une bibliothèque exceptionnelle, riche de plus de 100 000 ouvrages, de documents rares, accessibles aux chercheurs et aux amateurs, hein, puisqu'elle est ouverte à tous les publics. Donc, pour être précise, notre bibliothèque possède, alors attendez, près de 130 000 documents, 115 000 monographies, 4 600 périodiques, plus de 600 cartes historiques, 1 millier de manuscrits et environ 10 000 brochures. Donc, depuis le départ des Archives nationales d'outre-mer pour Aix-en-Provence, c'est le principal pôle de référence en région parisienne pour l'outre-mer français et étranger. Donc, pour vos recherches, vous y trouverez des archives privées, correspondances d'administrateurs, de missionnaires, de commerçants, de géographes, souvent inédites, de la presse coloniale et post-coloniale, des collections de journaux, notamment introuvables ailleurs en Europe, des cartes anciennes. Donc, voilà, vous avez quand même un panorama assez intéressant. Et il faut noter que depuis 2021, donc, notre bibliothèque a obtenu le label Collection d'excellence, une distinction nationale qui reconnaît la valeur exceptionnelle de nos collections pour la recherche universitaire. Voilà, mais je n'en dis pas plus puisque Pierre-Yves Belfils va vous dévoiler tout ça très prochainement. Alors, donc aujourd'hui, l'Académie, donc comme l'a dit Monsieur Barjot, alors c'est 275 sièges d'académiciens, mais actuellement, on est plutôt aux alentours de 250 puisqu'il y a certains sièges qui sont encore à pourvoir. Mais c'est aussi une revue scientifique et un rayonnement international. Donc le point commun de tous ces académiciens issus de disciplines variées, c'est une expertise reconnue sur les mondes ultramarins. Notre revue trimestrielle, donc Mondes et Culture, est également donc une revue de référence publiée sans interruption depuis 1946 et même, elle a même commencé avant, mais Nathalie G vous détaillera tout ça. Elle accueille des articles scientifiques, des comptes rendus, des débats, et c'est l'un des rares périodiques francophones à couvrir l'ensemble des aires ultramarines, de l'océan Indien au Pacifique, des Antilles à l'Arctique. Donc, le dynamisme de l'Académie et sa capacité à fédérer des expertises font d'elle un acteur incontournable pour comprendre et valoriser les Outre-mer dans leur complexité et leur rôle stratégique au sein de la mondialisation. Les académiciens que vous allez rencontrer, je vous les présente brièvement, mais ils vont se présenter eux-mêmes tout à l'heure, une fois que vous aurez visité la bibliothèque. Donc nous avons monsieur l'académicien Bruno Delmas, donc archiviste paléographe, ancien élève de l'École nationale des chartes et surtout directeur de cette école, donc qui a consacré sa carrière à l'archivistique et à l'histoire administrative des Outre-mer. Monsieur Jacques Frémaux, donc professeur émérite à Sorbonne Université, spécialiste de l'histoire coloniale et de l'Afrique du Nord. Monsieur Daniel Joanneau, donc diplomate, ancien ambassadeur, qui va vous expliquer comment les compétences acquises en master peuvent ouvrir des carrières dans la diplomatie. Madame Muriel Roiland, ingénieure de recherche au CNRS, spécialiste des manuscrits arabes. Monsieur Voisin, donc archéologue, qui a dirigé des missions de terrain et qui vous expliquera comment les archives de l'Académie peuvent servir aussi à localiser des sites peut-être disparus ou à comprendre l'évolution des paysages. Donc, pour conclure, l'Académie des sciences d'outre-mer, c'est une maison centenaire qui a su se réinventer
Donc de la note remise en février 1922 à l'obtention du label Colex Percé en 2021, de 3 présidents de la République à un président ivoirien, dont elle porte le nom, de l'enfant breton fasciné par l'Afrique au découvreur de Lucie. C'est une histoire de curiosité, de courage intellectuel et d'ouverture au monde. Donc aujourd'hui, forte de ces plus de 250 académiciens, de sa revue Mondes et Cultures, de sa bibliothèque et de ses partenariats internationaux, l'Académie est plus que jamais un carrefour intellectuel au service de la connaissance des Outre-mer. Et donc c'est ce carrefour, chers étudiants, que nous souhaitons vous faire connaître, puisque nos collections sont à votre disposition, nos académiciens sont là pour vous, et nos portes donc vous sont grandes ouvertes. Voilà, je vous remercie de votre attention et je passe maintenant la parole à Nathalie Jay donc, pour vous présenter la revue Mondes et Cultures. On n'a pas tout à fait la même taille. Bonjour à tous et à toutes et à tous. Monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames, messieurs, chers collègues, chers étudiants. Donc je suis Nathalie Jay, je suis coordinatrice éditoriale et à ce titre, je suis engagée dans les activités éditoriales de l'Académie, notamment à travers la revue Mondes et Cultures. Je prends part à la réalisation Mondes et Cultures depuis 6 ans maintenant. La revue a vu le jour en 1922. Vous avez ici le premier numéro qui date des années 1924, qui a été publié en 1924, mais qui reprend l'année 1922-1923, soit dès la fondation de l'Académie des sciences coloniales. Comme le sous-titre le mentionne, il s'agissait à l'époque de la parution et de l'édition des comptes rendus et des communications présentées lors des séances. Je vais enfoncer un peu une porte ouverte, parce que avant Internet, avant les réseaux, avant le téléphone, les académiciens rédigeaient leurs communications et il y avait un fort échange de correspondance postale, notamment avec les explorateurs, les médecins, les géographes, les militaires, qui sillonnaient les mers et les terres au-delà des frontières et qui faisaient part de leurs découvertes, de leurs interrogations et de leurs recherches auprès des académiciens et auprès du grand public à travers cette revue. L'objectif de cette parution était et est toujours la production et la diffusion des connaissances, la structuration de la recherche scientifique, le débat intellectuel et la controverse. Alors, il peut sembler un peu anachronique de mettre en avant une revue à l'heure d'Internet et des réseaux. Mais la revue Mondes et Cultures, donc qui maintenant ressemble à ça, s'ancre dans la tradition académique en alliant la rigueur scientifique et les enjeux contemporains. Cet outil est pour vous, à ce moment de votre parcours se construisent les connaissances et les méthodes, un esprit critique et une façon d'être au monde. C'est donc un outil important, comme toutes les revues scientifiques et savantes. Il est important et il vous concerne directement, car contrairement à ce que vous pouvez trouver en ligne, les articles publiés dans la revue et en règle générale dans toutes les revues savantes ont été évalués, discutés, critiqués par d'autres chercheurs. Ce processus, on l'appelle l'évaluation par des pairs. Et il garantit la solidité et la fiabilité des analyses. Cela signifie que les revues sont, pour vous, des sources de référence fiables. Elles vous permettent également d'avoir accès à un savoir approfondi,
avancées. Elles vous permettent aussi, indirectement, d'apprendre à argumenter, à structurer votre réflexion, à manier les concepts. L'originalité et l'atout de la revue Mondes et Cultures tiennent aussi dans sa diversité. Elle s'intéresse aux sociétés du monde dans son ensemble, d'Afrique, principalement au départ, mais aussi d'Asie et des Amériques. Elle propose aussi des analyses croisées, historiques, politiques, économiques, culturelles, etc. Mondes et Cultures s'inscrit donc pleinement dans un dialogue avec d'autres cultures, dans une réflexion éthique et ouverte. Elle est aussi dans l'air du temps, puisqu'elle est à présent consultable en version imprimée et aussi en version numérique. La revue et les revues en général ont un atout que l'intelligence artificielle n'a pas. Elle crée de la connaissance et elle ne se contente pas de l'amalgamer. Elle était difficile cette phrase-là. Peut-être demain ou après-demain, certains d'entre vous, je l'espère, seraient amenés à publier à votre tour en tant que chercheur, expert ou professionnel. Mais dès aujourd'hui, vous pouvez être des lecteurs actifs, curieux et critiques. Je terminerai cette courte présentation par 3 citations qui j'espère vous inspireront. La première, il faut devenir un constructeur de connaissances et non un découvreur de vérités cachées. La deuxième, le chercheur s'appuie sur les travaux existants pour entrer dans une conversation, éventuellement pour en faire émerger une nouvelle qu'il va contribuer à façonner. Et la dernière, approfondir une contribution théorique, c'est mettre à l'épreuve une théorie ou certaines de ses hypothèses pour faire émerger des théories ou des hypothèses nouvelles. Je vous remercie. Bonjour à tous, alors je me présente Laura Mialaki, moi je suis stagiaire en lexicologie. Alors avant d'avoir peur, en fait moi je viens ici pour vous parler d'un outil qui est aussi à votre disposition. En fait à l'académie on fait un dictionnaire des parlers francophones qui est accessible en ligne et dont la spécificité est de regrouper un tas d'expressions, de lexèmes, de mots. Et tous ces synonymes dans plein de régions francophones. Donc ça va de l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Asie, on a toutes les zones. Et donc ce dictionnaire est accessible en ligne. Pour l'instant, vous pouvez le consulter, ça peut être très utile pour vos travaux, etc. Vous pouvez contribuer. Bon, bien sûr, on va vérifier vos contributions, mais je veux dire, c'est un dictionnaire collaboratif. Et donc moi, mon rôle, c'est de le construire et on va bientôt en publier une version papier qui sera donc accessible à tout le monde, sûrement disponible à la bibliothèque, j'imagine. Et donc voilà, j'aurais peut-être dû vous faire des captures d'écran pour vous montrer. Mais en tout cas, je voulais vous dire n'hésitez pas à utiliser cet outil. Je pense que ça peut être utile dans vos domaines de recherche. Je vous remercie. Excusez-moi, j'étais un peu loin. Monsieur le secrétaire perpétuel, messieurs, mesdames, les académiciens, messieurs, mesdames, les étudiants, chers collègues. Moi, je suis Pierre-Yves Belfils, je m'occupe de la bibliothèque. Je vais être très très bref maintenant parce que vous allez me subir pendant un long moment juste après à la bibliothèque. Donc là, je vais me contenter de vous parler des prix. L'Académie distribue en fin d'année une dizaine de prix littéraires. Alors, c'est souvent la dernière séance de l'Académie. On conclut comme ça.
Ces prix sont importants parce que justement ils mettent en valeur les travaux de l'Académie à travers d'autres auteurs qui peut-être viendront académiciens plus tard, c'est déjà été le cas. Des prix ont disparu, d'autres sont apparus. Le plus vieux encore en exercice date de 1934. C'est le prix Hubert Lyotet, pardon. Et vous, plus proche de vous, j'espère en tout cas, le dernier prix de l'Académie, qui est le prix d'encouragement à la recherche et qui récompense des thèses pour les aider à être publiées. Voilà, donc j'espère qu'un jour on vous reverra à ma place en recevant ce magnifique prix, et puis peut-être plus tard pour vos prochaines éditions. Je n'en dis pas plus, je laisse ma collègue Camille Bathiou vous présenter le programme des séances, et à tout à l'heure pour la présentation de la bibliothèque. Merci. Bonjour C'est bon Bonjour à toutes et à tous, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur les académiciens. Alors, je suis Camille Bathiou, donc je suis stagiaire au sein du cabinet du secrétaire perpétuel depuis 2 mois et quelques semaines maintenant. Peut-être un peu sur mon rôle, donc j'aide à préparer les séances, donc que ce soit les programmes, l'organisation des séances le jour même. C'est aussi les réseaux sociaux, donc on est sur LinkedIn et Instagram si jamais vous voulez nous suivre. Voilà, et je vais aussi vous présenter... Merci Pierre. Alors je vais aussi vous présenter donc, ce que fait l'Académie en particulier. Donc ce sont, on vous a expliqué, des séances. Donc le jeudi, on a ce qu'on appelle les jeudis de la Pérouse, qui sont des cycles sur les Outre-mer. Donc par exemple, demain, jeudi 9 avril, vous avez un cycle sur les Antilles, présenté par monsieur l'académicien Daniel Joanneau. Vendredi, donc on a une assemblée générale sur l'Académie. Et le vendredi, on a ce qu'on appelle des séances. Donc c'est une séance, par exemple, le 17 avril sur Haïti, qui sont toujours coordonnées par des académiciens. Et ils invitent des intervenants voilà, pour discuter sur des sujets qui sont propres le jour même. Voilà, on a aussi des séances un peu plus exceptionnelles. Donc on a eu des colloques, 2 jours de colloques par exemple. On a aussi eu un concours d'éloquence la semaine dernière avec des jeunes, des collégiens d'un peu partout dans le monde. Donc voilà, il y a beaucoup de choses et voilà. Mais si vous voulez venir nous suivre, vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn les nouvelles de l'Académie. Donc on a un petit peu dépassé le temps imparti, mais on va pouvoir se rendre au 2e étage, à la bibliothèque, où Pierre-Yves Belfils va vous présenter nos collections. Voilà, je vous invite à